Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. On marche avec la diaspora africaine de Lyon qui a organisé une rencontre citoyenne à Villeurbanne en présence de Bruno Bonnell, porte-parole d'Emmanuel Macron. Une rencontre à l'initiative de Jean-Noël Mabiala, Colette Ilunga et Jean-Éric Sandé. Suivez. Bon, chers amis, bonsoir et merci d'avoir répondu massivement à ce rassemblement africain autour de notre ami Bruno Bonnell qui a accepté aussi de venir nous rencontrer. Et donc ici nous sommes à Villeurbanne, nous avons choisi Villeurbanne, pourquoi? Parce que déjà Bruno, ancien Israélien du côté de la Doua, est très rattaché à Villeurbanne. Et moi-même et Jean-Noël, nous sommes aussi des Villeurbanais. Et donc c'est pour ça que nous sommes très contents que vous soyez là ce soir. Alors, je vais passer donc la parole à Jean-Noël Mabiala, co-organisateur de Diaspora Africa En Marche, qui va vous donner le programme. Merci. Merci Jean-Éric. Oui. Merci Jean-Éric, merci Bruno d'avoir pu en tout cas vous déplacer. Je sais que vous êtes beaucoup sollicité. C'est signe d'ailleurs que les Français ont besoin de notre dynamique. Donc merci. Merci à tous. Je sais que vous n'êtes pas tous des Villeurbanais. On est de la région Rhône-Alpes. Il y a des gens qui viennent de Grenoble même. Angela vient de Grenoble. Merci à tous de votre présence ici. Je vais aller très vite au but pour situer un peu l'esprit de la rencontre d'aujourd'hui. En quelques mots. Le premier, c'est que nous sommes aujourd'hui à la veille, et presque en plein, dans une échéance électorale en France. Et c'est une échéance très importante puisque c'est quand même, vous l'avez vu, une transition politique qui est en train de s'opérer en France. Je ne vous rappelle pas les dignitaires de la politique française qui ont été dégagés, c'est le terme qu'on entend, dans la première phase des primaires. Donc une grande échéance. Ce qui nous importe, nous, ce qui nous a préoccupé, Jean-Éric, Colette et moi, c'est que nous ne voulions pas qu'à cette échéance nous soyons absents. Nous ne souhaitons pas pratiquer la chaise vide et nous ne souhaitions pas aussi être dans un esprit d'attente simple, de dire qu'est-ce que Macron va nous apporter, qu'est-ce que Fillon va nous apporter, qu'est-ce que Mélenchon va nous apporter. Nous avons souhaité être dans une démarche de force de proposition. Nous souhaitons nous organiser pour exprimer les besoins qui sont les nôtres, pour exprimer les préoccupations qui sont les nôtres, et vous verrez que ces préoccupations s'organisent autour de 3 thèmes à peu près. Il y a le thème, le processus qui nous a menés ici, donc l'immigration. Il y a le thème du processus de notre installation ici, d'intégration, et il y a le thème de la préoccupation de notre pays d'origine, donc le rapport entre la France et l'Afrique. Voilà les 3 thèmes sur lesquels nous aimerions concentrer nos échanges. Évidemment, Bruno n'aura pas le temps d'aborder toutes ces questions. Le but est que, et Jean-Éric l'a dit, nous ne faisons pas aujourd'hui une propagande pour Macron, mais nous sommes en marche, vous l'avez compris. Nous ne vous forçons pas, nous n'allons pas vous mettre en marche forcée. Nous souhaitons vous convaincre que c'est un choix important à faire. C'est le bon choix pour nous. Et nous avons appelé Bruno pour qu'il vous essaye de répondre à vos inquiétudes, à vos attentes. En vue, on ne vous le cache pas, le but pour nous, c'est que demain, dimanche, nous votons pour Macron. Mais nous respectons la diversité d'opinion. Nous respectons la différence d'approche des choses. C'est pour ça que nous souhaitons qu'au sortir de la réunion d'aujourd'hui, nous mettions en place des ateliers, un groupe de travail, pour que nous, diaspora africaine, travaillions sur nos préoccupations pour faire remonter un document, un mémorandum ou des propositions au futur président. Voilà, nous souhaitons que ce soit Macron, mais quel que soit le président, nous voulons que tout le monde s'exprime. Si je peux témoigner auprès de vous aujourd'hui, en dehors de vos questions auxquelles je vais répondre, c'est d'abord que c'est un homme qui est fondamentalement authentique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se présente devant vous comme il est, avec une femme qui a 20 ans de plus que lui, on lui a suffisamment reproché, avec j'ai gagné de l'argent quand j'étais banquier,
on lui a reproché, mais il a expliqué que c'est quand même pas nul de gagner de l'argent, avec une droiture qui fait que quand on croit un projet, on le suit, quand on n'y croit plus, on se détache et on ne va pas chercher à la soupe dans des négociations. Donc c'est un homme qui est fondamentalement droit. Alors il a aussi vécu, je ne sais pas si vous le savez, il a vécu pendant 6-7 mois de sa vie au Nigeria. Donc il a connu sur le terrain aussi, alors 6-7 mois c'est pas une vie, mais c'est déjà quelque chose. Il s'est rendu compte de la différence des cultures, il s'est rendu compte de la complexité africaine, des traditions, des discussions, des choses aussi subtiles que vous connaissez de naissance, que vous l'avez dans votre ADN, mais que des gens qui viennent de l'extérieur doivent apprendre. Et c'est intéressant d'avoir un président demain qui, je l'espère, en tout cas, qui aura déjà cette expérience de terrain. Parce que c'est aussi une caractéristique d'Emmanuel Macron. C'est que son parcours n'est pas linéaire. J'ai fait l'ENA, il a fait l'ENA, et puis je rentre dans la fonction publique, il est rentré dans la fonction publique, puis je continue jusqu'à devenir un homme politique. Non, là il a fait des ruptures. Je sors de la fonction publique, je vais travailler dans le privé, et puis le président de la République l'a appelé. Et là, il s'est dit, comment n'importe qui d'entre nous, appelé par le président de la République pour une mission qui vous semble essentielle, il a dit, d'accord, j'arrête mon boulot de banquier où je gagnais beaucoup d'argent et je vais me mettre au service de la nation pendant quelques années. D'ailleurs, il a toujours répété pendant quelques années. Donc, je crois que je voulais surtout vous témoigner d'abord de l'homme. Parce qu'avant de voter pour le candidat et son programme, je crois qu'on manque depuis des années en France d'un homme politique respectable. Quelqu'un qui n'est pas là pour vous tricher sur ce qu'il est vraiment. Quelqu'un qui n'est pas là pour masquer sa vérité. Dans l'entretien du jour, Sir Makosso a reçu Jacqueline Bergerat, présidente de Stellaire Cargo, entreprise spécialisée dans le fret qui a ouvert de nouvelles agences au Congo, en RDC et au Sénégal. Écoutons. Quand on comprend bien, au départ, vous êtes spécialisé dans le fret rien que pour les pros. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je vais déposer mon colis chez, je dirais, quelqu'un à la gare du Nord ou encore à Châteaurouge, en fait, à la fin, c'est vous qui faites le travail pour l'acheminer, soit vers Brazzaville, Kin ou encore Dakar ou n'importe où à travers le monde. Exactement. Alors aujourd'hui, vous voulez changer. Désormais, vous travaillez avec les pros, mais aussi avec les particuliers. C'est-à-dire vous allez recevoir vous-même directement les colis. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée en fait, je dirais, ce changement en termes de business? Parce qu'au départ, vous étiez pro, et là, vous allez prendre quasiment tout le marché maintenant. Nous ne prenons pas tout le marché. Il y a toujours au moins les deux segments maintenant, puisque vous avez maintenant entre celui qui entrepose et celui, le dernier client. En fait. Normalement, nous ne pouvions pas proposer ça parce que nous n'avons pas des agences partout. Oui. À partir du moment où nous créons des agences dans un pays, nous pouvons proposer ce service-là aux particuliers. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'agence dans un pays, nous ne pouvons qu'envoyer sous douane et la personne elle-même va dédouaner. Donc, nous avons bien observé que le particulier, souvent, il a des soucis de dédouanement à l'arrivée, où il n'est pas assez informé, d'où il faut aller, à quel bureau il faut s'adresser. Donc, tant que nous n'avons pas, dans des pays où nous n'avons pas des agences, nous ne pouvons pas proposer ce service. Voilà. Maintenant, nous avons ouvert des agences au Congo, de Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, nous pouvons tout simplement proposer d'offres plus adaptées à tout le monde. Voilà, une offre plus adaptée, on a bien compris, mais vous n'êtes pas qu'à Pointe-Noire et à Brazzaville, vous êtes aussi à Kin et à Dakar. Nous sommes aussi à Kin et à Dakar. Nous aimerons se développer un peu partout en Afrique, tout simplement parce que l'Afrique, c'est chez nous au départ. Donc, je suis originaire d'Afrique. J'ai ouvert une société, j'ai la chance d'avoir une société
Donc la moindre des choses est de pouvoir proposer des services adaptés pour l'Afrique. Voilà. Alors parlons de ces services adaptés, Jacqueline Bergera. Concrètement, ça se passe comment pour le particulier? Vous faites le fret aérien et le fret maritime. Alors pour le fret aérien, comment ça se passe aujourd'hui? Alors pour le fret aérien, comment ça se passe? Donc pour le moment, nous faisons des promotions, donc, où nous proposons des enlèvements gratuits en Île-de-France et où nous proposons donc des bagages de 23 kg à 145 et de 32 à 180. Voilà, donc aujourd'hui, celui qui a un bagage de 23 kg, 32 kg peut passer par vous. Les prix, c'est entre 145 et 180. Ça, c'est des promotions. Alors, pour ces destinations, Pointe-Noire et Brazzaville, les gens vous diront plus que Zenith TV, c'est la chaîne de la diaspora. Comment ça se passe? Les gens vous trouveront où à Pointe-Noire ou encore à Brazzaville? Alors, à Brazzaville, ils vont nous trouver à Mongali, 64 avenue Pakota. Excusez-moi, je ne suis pas... Voilà. Mais ceux qui connaissent Brazza connaissent bien. Bon, c'est une ville que j'aimerais connaître d'ailleurs. Donc, ils connaîtront la rue Bakota. D'accord. Et à Pointe-Noire? Et à Pointe-Noire, nous sommes dans la zone aéroportuaire, derrière DHL. Voilà. Et vous êtes aussi à Kin? Et on est aussi à Kin. À Kin, c'est un partenaire qui est sur place. Je ne peux pas vous dire l'adresse exacte. Seulement, c'est un Ngiringiri. Voilà, donc c'est un Ngiringiri. Voilà, un Ngiringiri. Ngiringiri, une commune de Kinshasa. Et à Dakar. Et à Dakar. Dakar, nous sommes aussi au centre, à 5 minutes de l'aéroport de Dakar. Et aussi au centre-ville, dans la zone portuaire. Anthony Muyungi a rencontré le maestro Rido Bayonne et le réalisateur Don Pedro après la projection du documentaire Rido Bayonne Born in Africa. Écoutez. Merci, merci. Il m'a fait la surprise de me dire, tiens, pour ton anniversaire, on va t'offrir un après-midi. Je dis, de quoi il s'agit? Il me dit, je sais pas, on te dira plus tard. Et jusqu'à hier matin, je ne savais pas, je l'ai su hier matin, donc je suis venu pour voir un film. Et voilà, devant vous, on me dit de dire quelque chose. Je n'ai rien à dire. C'est vous qui avez des choses à me dire. Voilà, mais si vous êtes là, c'est bien. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon, ça c'est la ville de Clichy, voilà, ça c'est le lieu où se passe des tas de choses. Ce qui me plaît le plus ici, ce qui est le plus particulier ici, c'est que la jeunesse est active. Comédiens, musiciens, danseurs, peintres, et ainsi de suite, tous les artistes confondus sont dans cette ville comme des gens très très sérieux, très très aimés, très compris. Et voilà quoi, moi je pense que c'est important pour un artiste de vivre son art librement. Cette liberté ici on l'a. Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque là? Tu vois rien qui manque? Moi j'ai tout fait pieds nus, le football. Je me suis acheté moi ma première paire de sandales, je devais avoir 16 ans. Mais de 5 ans à 16 ans, j'ai marché pieds nus partout. Je me suis rattrapé une fois en France. J'ai acheté des talons. Il me faisait mal aux pieds pour aller draguer les filles qui marchaient comme ça. Oh, les tiags et tout, tu vois, le mec ne peut pas bouger. Non, tu peux pas, ouais. Tu marches, tu t'arrêtes d'un coup, tu t'arrêtes, je sais pas pourquoi tu t'arrêtes. Pendant que j'étais malade, ici les musiciens, pour m'aider à payer mon hôpital, ont fait une semaine entière de concert. Et tous les matins, ils venaient me verser l'argent à l'hôpital. Donc c'est l'initiative de Maria et d'Étienne et de Paco, des tous les musiciens qui jouent avec moi, qui ont dit ton père malade, petit qu'on va le perdre, donc il faut qu'on le soutienne par ce billet-là, quoi. Et quand il est revenu à lui, après son opération, il était habité que par une seule chose, c'est vivre et continuer à créer sa musique.
Ces images, non seulement me rappellent des souvenirs importants, mais c'est aussi, à ma manière, une façon de remercier Dom Pedro, qui est venu chez moi me proposer de faire ce documentaire dans lequel il allait exposer mon cœur, parce que je ne parle jamais, je ne me montre jamais, je suis seulement sur scène avec la musique et les musiciens, mais en dehors de la scène et de la musique, je ne suis pas quelqu'un des médias. Raison pour laquelle il y a des gens qui disent « Tiens, on ne le connaît pas, on ne le voit pas souvent », parce que les médias ne m'appellent pas, ou je ne les intéresse pas, ou on s'intéresse peu mutuellement. Et donc, c'est Dom Pedro qui a cette tâche-là, de venir prendre ce que j'ai au fond du cœur pour le partager avec qui veut l'entendre. Donc cette image pour moi importante, un documentaire important malgré les 10 ans qui se sont écoulés, ça reste d'actualité et ça correspond toujours à l'homme que je suis. Et puis avec ça, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un deuxième avec les événements actuels, quoi. C'est un film de 2007. J'ai réalisé ce film en 2007, mais autour de ce film, il y a eu un imbroglio, je dirais, judiciaire, qui m'a empêché de mettre ce film sur le marché. Quand j'ai terminé à résoudre ces problèmes judiciaires, j'ai réussi à avoir tous les droits du film que j'essaye maintenant de relancer. Nous allons faire escale du côté de Courdimanche pour une visite de l'exposition itinérante Migration des couleurs, réalisée par l'association APACA. Fridolin Ganga nous en parle au micro d'Hermione Goma. Écoutez. Alors Fridolin Ganga, l'APACA, dont vous êtes président, vient d'organiser une énième activité. Et aujourd'hui, on est à Courdimanche. Qu'en est-il? Alors aujourd'hui, on est à Courdimanche, effectivement, puisque cette exposition, au départ, nous la voulions itinérante. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc après la Villa Catala, à Noisy-le-Grand, Vauréal avec le cœur battant, le 30e salon de Lésigny. Aujourd'hui, on est à Courdimanche pour une pause, on va dire, de 1 mois et demi, puisque l'adjointe au maire vient de solliciter une prolongation de l'exposition qui était au départ envisagée pour 1 mois, mais elle nous dit qu'elle souhaite la prolonger sur 2 semaines, puisque ça témoigne un peu le succès de la démarche. Donc aujourd'hui, on a une collection qui s'est étoffée avec de nouvelles artistes, notamment Alioune Gay, qui n'était pas dans l'exposition, Balik Chako, qui n'était pas dans l'exposition, mais le reste des artistes font partie effectivement de notre collection depuis le départ. Et pourquoi vous avez choisi Courdimanche pour accueillir cette exposition? Alors, en somme, notre démarche, c'est celle d'emmener d'une certaine manière l'art dans la périphérie de Paris. Vous savez, les activités culturelles se concentrent sur Paris. Or, je sais d'aventure, puisque quand je vais par exemple au musée du Louvre, j'entends beaucoup plus les langues étrangères que les langues françaises. Donc, les populations qui sont un peu plus éloignées de Paris ne font pas la démarche d'y aller. Donc, on emmène l'art, on va dire, dans la périphérie. Peut-être que ça va susciter des vocations, pas seulement pour que les gens deviennent artistes, mais pour que les gens apprennent à dialoguer avec les œuvres. C'est pour ça qu'on est venu en banlieue, à Courdimanche, et on restera dans tous les cas dans cette démarche-là, puisque après ici, on ira à plaisir. Le long du vernissage, on a entendu que des enfants vont également, vous allez conduire cette exposition au niveau du jeune public. Oui, c'est l'intérêt justement de ce type de démarche, c'est qu'une fois qu'une exposition est installée, il faut en faire profiter le maximum de gens possible. Et quoi de plus intéressant que d'intéresser les enfants?
hein, puisque ce sont les enfants qui vont faire l'avenir de demain. Ça va être la démarche de mettre les œuvres à la disposition du public. Et si on intéresse les enfants, ça veut dire que c'est les enfants qui vont être sensibilisés. Avec l'art, on peut traiter la question du racisme, par exemple, déjà. Voilà. Donc, on sera là pour accueillir ces enfants. Et il y en aura un grand nombre. C'est pour ça que la ville a demandé justement une prolongation de l'exposition, parce qu'ils estiment que la période de vacances va forcément rogner sur la période d'exposition. Et quelle est l'étape qui suivra celle nous irons à Plaisir. Et nous irons dans toutes les villes qui, effectivement, seront sensibles à notre démarche. Et comment vous y prenez pour que les expositions soient reçues dans les villes? Alors, pour que les expositions soient reçues dans les villes, et on va à l'encontre des services culturels des villes, on fait la démarche, effectivement, de leur proposer une collection qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais dans tous les cas, cette collection, elle a un lien avec l'Occident aussi, comme j'expliquais. Les écoles de beaux-arts aujourd'hui, les instituts qui aujourd'hui, on va dire, concentrent la création, sont au départ les ateliers qui ont été mis en place par un grand nombre d'Occidentaux qui sont retrouvés en Afrique. Dans Décryptage, Bédel Baouna est revenu sur la situation de faillite de la société Eker. Suivez. Bédel Baouna, la catastrophe, vous l'avez annoncée pour Eker, mais elle continue. Vous avez ici admiré en fait le courage de M. Calix Ganongo, le ministre de l'économie, d'avoir lancé, demandé cet audit. Il a eu les résultats, sauf qu'on attend toujours en fait. Monsieur, vous disiez que vous n'étiez pas assez confiant en fait. Vous voyez le travail, mais en même temps vous disiez qu'il va peut-être se débiner. Et là on le voit bien, 3 mois après l'audit. Il se défausse. Oui. Et Maman Djamé, Madame Moussa continue toujours aussi de sur le chemin de l'arrogance, de la suffisance. Vous savez, à tel point que cette femme oublie même que un malheur peut le frapper, voilà, que la roue tourne. Vous savez, demain, lundi, ce sera sur notre chaîne Ziana TV la journée spéciale anniversaire de Papa Wemba. Et quand un jour je discutais avec lui à la porte de Saint-Ouen, il m'a balancé une phrase qui est d'ailleurs dans l'une de ses chansons. Le Kouta Mbongo, Toya pouvoir, et Tindaka Moto Akanisa que liwa ezaka kayababola. Que pas si ezalika kayababola. Mais même le Koutura Mbongo na yépé a koki ko souffrir. Donc là, j'ai fait un effort de vraiment pour le Lingala. On a bien compris. Donc c'est ce qui se passe en fait dans la tête de cette Maman Djamé, une femme aussi tissagée. Voilà, elle croit qu'elle ne souffrirait jamais, qu'elle est à l'abri du besoin, qu'elle est à l'abri de la souffrance, et donc elle peut régner. Et du coup, elle met la pression, bloquons ici et là. Je crois que cette femme apparaît aujourd'hui comme beaucoup plus puissante que M. Ganongo. Parce qu'il y a eu un rapport, un audit accablant, sans suite. Oui. Que faut-il en penser? Pas d'enquête parlementaire, pas d'enquête du côté de M. Okongakala. Rien. Tout continue normalement. Et pour la majorité de ces hommes qui sont ministres, des fonctionnaires, des cadres, des dirigeants, je crois que leur naissance, comme pour reprendre une belle phrase que j'aime de Youssef Neymar, que la naissance pour eux était un naufrage. Et pour se maintenir à flot, nombreux sont ceux les marchands de bouée. Voilà. Voilà un marchand de bouée, M. Ganogo, monsieur, je ne sais pas qui l'a, le ministre, voilà. Voilà, c'était un marchand de bouée en fait. Ils vous ont fait, moi voilà, il y a eu un audit, donc il y aura des suites. Derrière, rien. Parce qu'il n'est pas puissant, parce qu'il n'a aucune personnalité. Aucune. Moi, je fais mener, j'enclenche un audit, c'est pour l'enfourrer dans un tiroir, jamais. Ou bien je démissionne, ou bien je me sauve. Donc pour vous aujourd'hui, M. Ganogo, un travail, au bout de quand je commence un travail, quand j'écris un article, je dois aller au bout. Je ne renonce pas. Il faudra vraiment être quelqu'un d'autre, martien, pour m'en empêcher. C'est ça, cher ami. Il faut aller au bout de sa démarche, de la logique. Pourquoi avoir demandé un audit sur l'Eker, sur la société Eker, si c'est pour l'enfermer, si c'est pour, c'est pas le cacher sous un lit? Ah non, pas du tout, cher ami. Il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il donne une suite à cet audit. Donc il faut continuer pour ras-le-bol en fait à faire toute la pression nécessaire. Ils ont ce mouvement, ils ont fait des démarches auprès... Mais pour faire le lien entre notre premier sujet et le sujet relatif à Eker,
c'est que seule la société, seuls les peuples eux-mêmes peuvent chasser les dictateurs, les voleurs. Il ne faut pas compter sur la classe politique. Donc, si le mouvement ras-le-bol, couplé au collectif ça suffit, peuvent mener ce combat de concert, tant mieux. Et c'est un nouveau front aussi. Et c'est un front contre la mafia congolaise. Et ça vous rassure? Ça peut me rassurer parce que je peux compter sur les jeunes. Nous sommes déjà vieux. Bientôt, on aura 50 ans. Hein. Donc, on approche de la cinquantaine, cher ami. Donc, voilà. Donc, nous ne verrons peut-être pas les révolutions. Parce qu'il faudra, si M. Kiki accède au pouvoir, il faudra 1000 ans encore. Donc, nous devons nous battre pour les générations qui viennent, ceux qui ont 15, 20 ans maintenant, 25 ans, pour qu'ils puissent, eux, vivre au moins le début de la démocratie au Congo-Brazzaville. Voilà, en attendant que ce début de démocratie arrive, j'aimerais juste, avant qu'on termine Bédel Baouna, faire une mise au point. Vous avez vu des images, notamment des vidéos circuler dans lesquelles il y a le doyen Claude Ernest Ndala qui ont été attribués à tort à Ziana TV. Il faut dire que Ziana TV n'est ni de près ni de loin à l'origine de ces vidéos. Elles n'ont pas été publiées par nous ni par nos équipes. Donc, il faut juste rendre à César ceux qui ont fait le travail là, le leur, et nous, on fait le nôtre, mais celui-là n'est pas à nous, Bédel Baouna. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de Ziana TV ni de Bédel Baouna. On m'y a associé parce que Ndalagra est mon père, je le considère comme mon père. Il est plus âgé que mon père. Donc, c'est mon père. Je le connais bien, Ndalagra, personnellement. Voilà, il m'est arrivé pendant une semaine de ne pas aller bosser, de ne pas aller travailler, juste pour l'accompagner ici ou là, dans ses déplacements à Paris, et il ne me viendrait jamais à l'esprit de le trahir. Donc, je ne mettrai aucun commentaire sur cette vidéo-là. En revanche, que l'on n'associe pas Ziana TV. Si cette vidéo avait été réalisée par Ziana TV, je crois que Ziana TV l'aurait diffusé, bien sûr, voilà, et assumé. Oui. Et c'est ça aussi la personnalité et le caractère. Moi, j'assume tout. Tout ce que je dis n'engage que moi. J'assume. Voilà. Donc, il faudra arrêter de raconter des bobards, cher ami. Nous sommes le 23 avril, jour d'élection en France. Merci, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec des morceaux choisis de l'hommage rendu à Papa Wemba le 24 avril par Ziana TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Papa Wemba, c'est un modèle que je recommande à surtout les jeunes musiciens, hein, ceux qui commencent. Papa Wemba, il faut regarder son parcours. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs parcours musicaux, on va dire. Moi, j'ai connu Papa Wemba dans ma jeunesse, qui était dans la musique plutôt traditionnelle. Ça nous changeait de tout ce qu'on entendait, de la rumba ambiante. Et on a connu Papa Wemba dans la musique qu'on appellerait aujourd'hui du ndombolo, avec les aïkos, etc., qui nous a fait danser. C'était vraiment la musique des jeunes. Mais j'ai connu plus tard aussi Papa Wemba dans la world music.